Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui, pas de présentation de build étant donné que je vous propose une review des 4 builds Lamarguedon mono-élément que je vous ai déjà présenté au cours de la semaine dernière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est sur le patch 0.15.2 mais que le patch 0.16 devrait sortir dans la journée. J'ai entendu dire comme quoi il y aurait des changements sur le Lamarguedon. Alors si ceux-ci ne sont pas trop gros, peut-être que je referai une vidéo de review. Et si c'est un rework partiel, voire un rework total pour enfin équilibrer la classe, je sortirai quand même cette vidéo en l'état, même si elle n'est plus à jour, juste histoire de pouvoir compléter en fait ma série de vidéos sur ces builds-ci. Alors, avant de passer à la review, du coup, je vais juste faire un petit rappel pour les gens qui ne connaîtraient pas le concept des builds mono-éléments compagnons que j'ai fait sur le Lamarguedon. Donc en soi, c'est assez simple comme concept, vous avez tout dans le nom. J'ai décidé de me pencher sur chaque élément et de faire un build mono-élément à chaque fois sur les 4 différents éléments du jeu. Tout ça orienté dans un build compagnon. On va séparer en 2 catégories, les compagnons trash qui sont souvent un Pew et le compagnon qui nous donne des jauges sur son attaque et les compagnons forts qui font bien souvent partie de la confrérie du tofu. Si j'ai choisi la famille confrérie du tofu, c'est tout simplement parce qu'à leur apparition, ils nous donnent une jauge éther, ce qui nous permettra d'invoquer encore plus rapidement. Car nous jouons avec les passifs qui font que lorsqu'un compagnon meurt, il se transforme en âme spectrale et que lorsqu'une âme spectrale meurt, confère invocable à l'un de nos compagnons morts. Donc grâce à ça, on va invoquer en permanence. Et ici, bah, justement, confrérie du tofu permet de gagner des jauges éther à leur apparition et donc de réinvoquer plus vite derrière. Au niveau des anneaux, ça sera toujours la même chose. 2 anneaux, qui permettent de générer des jauges à la mort d'un compagnon, l'anneau olympique pour booster leur attaque et l'anneau Stradamus pour booster notre survie. Avec ça, on va toujours mettre un brassard qui nous donne des jauges, de l'élément qu'on joue en question et après on va séparer nos sorts de manière à avoir des gros sorts qui donnent 2 de jauge et des petits sorts qui donnent 1 de jauge, pour pouvoir en lancer plusieurs sur le même tour. Les sorts éthers, champ du cygne et désignés volontaires sont choisis en permanence. Donc voilà, maintenant que cette, toute petite, review globale a été faite, on va pouvoir passer directement à la review spécifique de chaque élément en question et je vais commencer du coup par ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire l'élément feu. Alors l'élément feu, c'est un élément qui est assez fort, pour le dégât de zone étant donné que et Gultard et Adamai en feront. Bon Gultard, c'est pas des gros dégâts de zone à moins d'un coup critique de sa part, mais c'est toujours ça de prix. On a des bons dégâts de zone aussi avec Explosion d'Albuera et Phare d'Albuera. Donc on a une offensive qui est assez correcte. Souvent on essaie de sorts, on essaie de les garder le plus longtemps possible en main pour stacker la magie d'Albuera et faire un maximum de dégâts avec. Hem, Ensuite, par contre, pareil Adamai son sort, Souffle d'Adamai est extrêmement puissant étant donné qu'il va faire beaucoup de dégâts. C'est un sort qui est extrêmement aussi puissant pour lui donner de l'armure. C'est-à-dire que Adamai, à partir du moment où vous voulez qu'il reste en vie avec ce sort, il reste en vie. Voilà. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. C'est un avantage dans le cas où vous avez assez d'armure pour finir le combat tranquillement. C'est un désavantage dans le cas où vous avez besoin de générer plus d'armure, parce que comme vous gagnez votre armure en invoquant des compagnons, et bah, s'il meurt jamais, vous ne pouvez jamais le réinvoquer. Gultard, lui, il est assez monstrueux en soi aussi. Il a une très, très grosse attaque, il a énormément de survivabilité, beaucoup de points de vie. Une bonne riposte, une bonne chance de protection. Pour moi, Gultard est super puissant. Le seul problème, c'est qu'il va coûter 9 jauges et c'est pas forcément facile à sortir. Ce qui fait que je pense que c'est un build qui va plus facilement briller en solo qu'en équipe, étant donné qu'on pourra générer des jauges plus facilement. On n'aura pas besoin d'attendre le tour de nos alliés. Comme l'élite ne jouera pas entre les tours, ça va, voilà. Ça, on va pouvoir vraiment pouvoir invoquer Gultard plus rapidement que si on joue en équipe, où là on aura plus de peine à sortir des gros compagnons sur ce build mono feu. Ensuite, le second build que je vous avais présenté, c'était le build mono air.
Donc pour moi, le build mono air, c'est mon build favori. Je le trouve juste, trop agréable à jouer. D donc ici, de nouveau, on a Tika et Héros Félin en Trash compagnon et cette fois-ci, on va avoir en compagnon fort Evangeline et Yugo. Les avantages du build mono air, en fait, c'est tout simplement on va pouvoir, avoir Evangeline qui fait des gros dégâts de zone en fin de tour. On va avoir Yugo qui nous permet un repositionnement. Yugo de plus tape très fort et est très tanky étant donné qu'il se soigne à chaque fois qu'il se téléporte. Il va se téléporter une fois par tour sur son attaque et il peut se téléporter même une seconde fois grâce à son sort Portail de Yugo. Le problème, je dirais, principal avec ce build, en fait, c'est que Evangeline, quand elle va taper très très fort en fin de tour grâce à son passif, mais elle a pas beaucoup d'attaque de base, ce qui fait qu'elle va pas nous générer énormément d'armure à son apparition. De plus, c'est un compagnon qui va mourir assez facilement, étant donné qu'elle est pas très résistante. Et souvent, on va vouloir la placer de manière optimisée pour que son passif tape un maximum de monde. Et souvent, eh bien, c'est au milieu de la mêlée qu'on la met. Donc, elle tient pas beaucoup, euh, mais, et- mais voilà, c'est quand même des très très gros dégâts qu'elle apporte. Yugo, justement, moi, ce que j'adore, c'est que comme il nous repositionne, on va vraiment pouvoir se sécuriser. Par exemple aussi si on a une Évangéline mal placée, qui est sur une ligne, vraiment qui est pas avantageuse, ce qui est possible de faire aussi, c'est de la repositionner avec le portail de Yugo. On peut échanger la position de Yugo avec n'importe quel allié, donc on peut mettre, swap avec Évangéline, ce qui peut du coup nous l'amener aussi dans la mêlée. C'est vraiment pas mal. De plus, comme, sur le build précédent, il y a le combo possible avec, lame spectrale et charge courte. Charge courte qui sur un coup critique va nous donner une jauge supplémentaire. Ce qui fait que si on invoque notre lame spectrale, qu'on la charge et qu'on l'attaque, on a une chance d'avoir en 2 et 4 jauges dès le T1. À 4 jauges T 3 à partir de 3 jauges T1, on peut invoquer Héros Félin, ce qui est plus rentable qu'un Tika. Donc voilà ce qu'il en est pour le build mono air. Donc c'est surtout du repositionnement, beaucoup de dégâts de zone, mais beaucoup moins de résistance que les autres builds, étant donné que Evangeline ne générera que très peu d'armure et que Yugo, en fait, avec sa survivabilité, ne pourra que très rarement être réinvoqué parce qu'il va très rarement mourir. Le troisième build que je vous ai présenté, c'est le build monotaire. Donc pour moi, le build monotaire, c'est un peu le passe-partout en fait de ces builds. C'est un build qui va être très polyvalent étant donné qu'il aura du dégât de zone, il aura pas mal de résistance. Cette résistance peut être due à la tourbe d'Albuera en cas de coup critique, quand vous la lancez, qui peut vous générer quand même 300-400 d'armure. Alors on n'est pas sur un build magie, donc forcément c'est pas des valeurs d'armure non plus phénoménales, mais c'est toujours ça de prix. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, un autre truc qui est vraiment pas mal, c'est que comme ici on joue aussi avec la famille Confrérie du Tofu, avec Ruel et Tristepin, et bien Tristepin a énormément d'attaques. Donc quand on invoque Tristepin, on gagne énormément d'armure. C'est-à-dire qu'il monte à 600, un peu plus de 600 d'attaque en combat. Euh, donc quand on l'invoque, voilà, on se fait 600 d'armure. Avec le champ du cygne, on peut le booster à 835. Et du coup, après, si on le sacrifie avec désigné volontaire, eh ben, on se met un petit peu moins de 900 d'armure sur notre héros. Donc, ça fait 900 d'armure plus les 600 qu'il nous a donné à son apparition. Voilà, il nous rend extrêmement résistant. C'est phénoménal. On a un peu de dégâts de zone avec Ruel, même si c'est rien d'incroyable, c'est toujours ça. Et bah, de nouveau, sinon, les autres compagnons, Delta, Acmea, classique. L'avantage aussi du build terre, c'est que comme les deux builds précédents, on va pouvoir jouer avec lame spectrale T1 et chaînage si on l'a en main. Si on crit sur chaînage, une jauge supplémentaire. Après, on attaque notre compagnon avec notre attaque et ça peut nous générer entre 2 et 4 jauges dès le T1. Ce qui nous permettrait d'invoquer Acmea au lieu de Delta. Du côté du dernier build, c'est le build Mono O, qui est pour moi le build largement le plus puissant des 4. Ici, il est même meilleur quand on joue en équipe qu'en solo. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de Pew
Dans le build, il y a Sally et Cadence dans les trash compagnons. Cadence permettra du coup de faire rejouer nos autres compagnons, que ce soit Sally ou les autres compagnons forts, ce qui est extrêmement puissant pour avoir des gros tours de DPS. Seulement, ça va être plus difficile d'invoquer Tien. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on a nouvelle vague en main et puis on le lance pour essayer de faire sur le coup critique 3 jauges directement. C'est voilà, le problème de ce build-ci, on va dire, c'est que justement le sort qui donne une jauge en cas de coup critique coûte trop cher. Donc on va pas pouvoir le comboter avec une âme sur le terrain. Donc on peut tenter une nouvelle vague, ou alors on peut tenter un petit sort à 3, invoquer une âme et l'attaquer avec notre mêlée pour essayer de crit. Ça peut se faire aussi. Après justement quand on est en équipe, c'est mieux parce qu'on peut taper notre allié T1 avec notre attaque, lancer un sort et puis du coup on a directement les 3 jauges pour invoquer Sally. Ce build du coup comme je disais est pour moi le plus puissant, des 4 tout simplement parce que, bah, justement il a cette capacité à faire rejouer nos compagnons grâce à Cadence et vous verrez que vraiment Cadence on va l'invoquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, heu, si le personnage est pas trop changé et du coup elle nous donne énormément d'activation. De plus, on a ce sort Onde de choc qu'on va pas pouvoir lancer dès le T1, mais qui nous permettra que pour 6 ou 5 points d'action suivant le positionnement, peut-être même moins parfois, même si c'est rare. C'est rare de descendre en dessous de 5, mais du coup de générer 3 jauges, ce qui permet du coup d'invoquer encore plus vite. Ici dans les compagnons forts, on n'est pas sur la confrérie du tofu, on est sur lance dure pour compléter la famille héros d'Albuera avec cadence. Ce qui est extrêmement puissant parce que du coup ça veut dire que c'est un compagnon qui coûte 3 de jauge qui nous fait proc le passif qu'on attendait de la confrérie du tofu avant. Donc pour 3 de jauge, elle nous donne une jauge éther à l'apparition, plus 2 jauges à sa mort. De plus, en cas de coup critique, elle nous donne une jauge au supplémentaire, donc c'est vraiment extrêmement puissant. Donc voilà, on va la comboter avec lance dure qui va être assez dur à sortir, étant donné qu'on va majoritairement le sortir grâce à l'anneau Roméo et les jauges éther. Après, c'est possible aussi de le sortir avec rebond d'Albuera. Ça, c'est un sort que j'ai longuement réfléchi. Je me suis vraiment creusé la tête pour savoir ce qui était le plus optimisé. J'ai fait des tests avec morsure glaciale, avec charge givrée, et j'en suis plutôt arrivé à la conclusion que rebond d'Albuera est pas mal. Vous pouvez le remplacer également par phare d'Albuera ou explosion d'Albuera. Ça reviendra exactement au même, étant donné que c'est juste pour pouvoir sortir lance dure plus rapidement. C'est un sort qu'on ne va pas trop utiliser en général, mais ça peut arriver qu'on a les 3 compagnons sortis sur le terrain et qu'il nous manque juste 2 jauges pour invoquer lance dure, mais qu'on a toutes les jauges haut nécessaires. Donc ce sort peut être lancé dans cette situation-là où on peut sortir lance dure, qu'on n'a plus d'autres compagnons à sortir. Autrement, on cherchera plutôt à sortir Fairis, qui est notre autre compagnon fort, étant donné que lui, il a énormément d'attaques. Je crois de tête qu'il a 575 d'attaque avec ce build-ci. Donc on va vouloir le jouer. De plus, avec Cadence, on va chercher à rejouer Fairis surtout. Ça nous met pas mal de points d'action en réserve, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on va pouvoir lancer 2 sorts sur le même tour, et grâce à ça, générer plus de jauge, et donc pouvoir réinvoquer plus vite derrière. Fairis, il peut être remplacé aussi. J'ai testé Nox, j'ai testé Echo. Echo, c'est un peu faiblard parce qu'elle a pas beaucoup d'attaques. Par contre, Nox, c'est extrêmement puissant. Alors, il tape beaucoup moins fort, il tape dans les 460, je crois qu'il tape 468 de tête, ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti, mais il me semble que c'est ça avec ce build. Et c'est quand même pas mal moins, c'est 120, 110 de moins que Fairis. Après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va invoquer des Noxines qui vont pouvoir gérer de l'aggro et qui vont aussi surtout permettre en fait à notre à nous-mêmes de téléporter nos alliés grâce à l'Héliacube de Nox. On peut téléporter un allié à côté d'une Noxine, donc ça peut être très puissant pour replacer un ennemi en sécurité ou l'amener en combat si besoin, s'il est trop loin. Heu, Après le problème qu'on aura avec Nox, en fait, c'est qu'il est tellement résistant avec, ses Noxines, plus le fait que nos alliés peuvent le jouer à chacun de leur tour, donc générer plus de Noxines,
Quand une Noxine meurt, ça donne de l'armure à Nox, donc c'est extrêmement puissant en temps normal, mais ici le problème c'est qu'il va devenir tellement résistant qu'il ne mourra jamais. On peut se dire que c'est pas un problème, mais il y en a quand même un en fait, tout simplement, c'est que notre Anostradamus, si nos compagnons forts ne meurent pas, et bah il va pas nous rendre très résistants. Étant donné que Lance-Dur est assez difficile à sortir, souvent on aime bien que notre autre compagnon fort puisse mourir. Avec Nox, c'est pas le cas. On peut quand même décider de garder Chant du Cygne et désigner volontaire pour lui, si vous préférez jouer avec, c'est tout à fait faisable. Et voilà. Donc ça c'est pour les 4 du coup builds que je vous ai déjà présentés. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo sera toujours à jour quand je vous la sortirai. Sinon ma foi je la sortirai peut-être en privé et puis je la mettrai juste dans la playlist du Lamarguedon mono élément. Je ne sais pas encore. On verra ça. En tout cas je prie pour que le personnage reste, je vais pas dire reste en l'état parce que c'est vrai qu'il est beaucoup trop fort. Ça se voit avec tous les builds qu'il y a, les builds full tourbe, les builds bah, justement full compagnon comme je vous ai présenté durant cette semaine. Il y a énormément de builds forts et trop forts. Il y a des abus aussi avec par exemple chez les Thor ou les Cracklers, de prendre un compagnon, de le faire attaquer un ennemi, aligné à un autre qui va nous charger et faire ça à la chaîne pour générer un maximum de jauge. Ça c'est vrai qu'il y a des abus sur le personnage et ma foi c'est peut-être ça qui le rend trop fort, même si je pense que dans tous les cas, même sans ces potentiels abus, le personnage en l'état est trop fort. Hem, Après ça reste une classe qui est pas super rapide, ça reste une classe qui va mettre son petit temps à faire ses combats. On n'est pas sur du speedrun Bunlam ou autre. Mais bref, le principal a été dit, heu, puis voilà, je vous retrouve prochainement pour une vidéo, peut-être, qui sait, une review, des changements sur le Lamargueton s'il en a eu? Qui sait? Allez, bonne journée.